Sorcière. Comme une ombre, ce n'est jamais loin. Il y a d'autres noms, gueuse et putain, malfaisante, roulure revient souvent aussi. Et pareils noms sont trop cruels pour les lier à un chien, mais on les a aisément liés à moi. Je les traîne. Saleté. Une fois, comme si j'étais une coulée de fientes dans la rue, même pas un être humain. Après ça, j'ai pleuré. Un jour au marché, on a traité Cora de trou du diable. Mais sorcière, le plus vieux des noms, le pire. Je connais son poids de fange. Je connais à la forme de la bouche qui le crache. Je crois que c'est le mot le plus honni, encore plus honni que Highland ou papiste. Il y a des gens qui refusent de dire Guillaume comme si c'était du poison. Je sais qu'ils sont nombreux à ne pas vouloir qu'il soit roi. Mais il est bien le roi pour le moment. Et moi, on m'a toujours appelée sorcière. Ma naissance en décembre ne vint pas sans mal. Ma mère perdait trop de sang, et elle hurla si longtemps que sa gorge se fendit en deux, comme ça peut se faire dans les grandes douleurs. Son hurlement portait deux voix, la sienne et celle du diable, d'après les gens qui l'entendirent depuis l'église. Je suis sortie à ce son-là. J'ai glissé hors d'elle sur la terre bleutée, étincelante, sous un ciel étoilé, et elle a ri. Elle a pleuré et ri en me voyant. Elle a dit que ma vie serait pareille à ça, froide, dure, à la belle étoile. Sorcière, elle a dit en pleurant. Elle fut la première à le dire. Plus tard, au lever du jour, elle m'a donné mon vrai nom. Je le dis, voyez, sorcière, et mon haleine change ce mot en un nuage blanc. J'ai essayé de ne pas m'en soucier, j'ai essayé très fort. J'ai essayé de me répéter « ça ne fait pas mal » et de sourire. Et je peux considérer que sorcière était à sa manière un présent, voyez ma vie. Voyez vers quelle beauté le mot sorcière m'a poussée. Les aubes au ciel rosé, les cascades, les longues plages grises devant une mer grondante. Et voyez les personnes que j'ai rencontrées. Quelles personnes ? J'ai rencontré des âmes généreuses, sagaces, courageuses. Et sans sorcière, il n'en serait rien. Quel amour ça m'a offert aussi. Sans sorcière, je n'aurais pas connu l'homme qui m'a amené à penser lui, tout le temps. Lui qui a relevé derrière mon oreille une mèche de mes cheveux. Lui qui a dit « toi ». Lui, c'est grâce à sorcière. Alors ça valait peut-être la peine, finalement. Le deuxième passage, à présent, rend vraiment compte des contemplations dont je parlais. Vous me regardez d'un air triste. Pourquoi donc ? Voyez ce que j'ai trouvé ? Voyez où j'ai habité et l'endroit que j'ai appelé chez moi ? Allez à Glencoe, levez les yeux vers ces crêtes et vous comprendrez. Vous comprendrez quel présent c'était de vivre là. Quel présent de suivre ces vaches. J'avais du lait, un âtre et une peau de biche pour me coucher. Et si je criais mon nom, les rochers me le répétaient. Corag. Les chouettes le ululaient. Solitaire, moi ? Jamais et toujours. Ça venait de sorcière, rien que ce mot. Quand est-ce que je n'ai pas du tout été solitaire au fond de moi ? Guère souvent. Voir la beauté vraie de la nature peut chasser la solitude, car les soleils couchants et les lumières d'hiver vous font dire que vous n'êtes pas seul. Vous le sentez devant tant de grandeur. Mais ça peut aussi la rendre plus aiguë. Elle est douloureuse quand on voudrait avoir quelqu'un avec soi. En voyant cette beauté, on pense quelquefois « ça ne compte pas autant qu'eux ». Et pauvre ? Vous croyez qu'à Glencoe, j'étais pauvre ? Loin de là. Sans argent, oui, mais est-ce que l'argent peut donner la vraie richesse ? Les gens semblent courir après les faveurs ou un titre, comme si c'était ça l'important. Comme si une monnaie ou deux apportait le bonheur. Comme si le monde naturel et la place qu'il nous offre ne valent rien comparé à une bourse bien remplie ou au titre de comte, de duc. C'est peut-être vrai pour eux, pas pour moi, à aucun moment. J'étais plus riche que jamais, assise, jambes croisées parmi les dernières digitales, à regarder une grosse abeille vivre sa vie. Elle s'enfonçait dans une fleur, il n'y avait plus que son derrière qui dépassait. Elle s'arrêtait de bourdonner, puis elle ressortait lentement avec un bourdonnement plus fort et des ailes poudrées. Elle allait de fleur en fleur. Et moi qui l'observais pendant des heures, je pensais être plus riche grâce à elle que si on m'avait couverte d'or. Pauvre, non. Solitaire, un peu au fond de moi. Quand même, il y avait de la magie dans cet endroit, je vous assure. Je la sentais partout. Je la sentais dans les moindres choses que je voyais. Un caillou qui bougeait sous mon talon, les gouttes de pluie. J'avais le temps à présent. Jusque-là,
Le temps m'avait paru aussi fragile et passager qu'une toile d'araignée chassée par le vent. Ma deuxième vie avait été va, va, et quand avais-je temps de me coucher à plat ventre pour regarder un escargot ramper sur un rocher, laissant sa trace pâle? Jamais. J'étais trop pressée de fuir. Je galopais à travers la boue et les terres sauvages, emportée par ma jument qui s'ébrouait, et les moments de répit, je les passais avec elle, à retirer les orties accrochées à sa queue. Pas de temps pour les escargots, ni pour des heures sous la pluie à voir les creux d'une feuille devenir un lac minuscule. Je détestais le mot sorcière et je ne l'aime pas davantage maintenant. Mais si j'ai pu mériter qu'on m'appelle ainsi, c'est à ces moments-là. Mes cheveux volaient au vent tandis que je me dressais sur les crêtes et je hantais les bois où les champignons poussaient. Je contemplais les nuages, guettais les cerfs et passais de longues heures, des après-midi entiers, près de la cascade où je m'étais baignée, à regarder les feuilles d'automne tomber et s'en aller vers la mer. Elles rebondissaient, tourbillonnaient. Un jour, j'ai dit « Magie !» Dans la ravine qui menait à mon vallon, je me suis arrêtée. Le vent agitait les bouleaux et il me semblait les entendre parler. S'ils parlaient, ils disaient « Magie ! Une magie, ici !» Je la trouvais partout. Je grimpais jusqu'aux crêtes où je restais assise pendant des heures à regarder, comme une reine regarderait son royaume et se dirait « C'est bien !» Tout était bien. J'ai appris de cette manière quelle forme avait le Glen, combien il était long et étroit et entouré de montagnes. À l'ouest, je voyais luire la mer en tirant sur mes yeux. J'ai aussi appris quelle était la couleur des pentes, le brun roux des feuilles des fougères. Les feuilles se teignaient de cuivre. Je passais comme ça des heures et des heures assise sur les crêtes. Et en rentrant chez moi un soir, j'ai entendu au loin un rugissement. Je me suis arrêtée. Je me demandais qu'est-ce que c'est. Ni le tonnerre, ni une trompe. En levant les yeux du côté d'où venait le rugissement, j'ai vu un cerf. Il bramait. Contre le ciel grisâtre, il était très sombre, et je voyais sa large ramure et les nuages qui faisaient son haleine. J'ai pensé, est-ce un cri de bienvenue pour moi? Peut-être pas, mais j'ai préféré le croire, parce que je m'étais sentie solitaire assise là-haut. Le vent m'avait enveloppée dans mes cheveux, le loch avait reflété la lumière de la fin du jour, et j'aurais voulu qu'un être vivant le voie aussi. Aucun n'était apparu, mais voilà qu'il y avait un cerf tellement magnifique. Il m'accueille, je me suis dit, sur quoi il a poussé un autre rugissement avec son haleine blanche. Je crois aussi que je me remettais. Ces premiers temps à Glencoe étaient des jours sans pareil, comme si j'avais enfin trouvé ce que je cherchais depuis bien des années. Je sentais tomber ma carapace et m'occuper de moi. Je crois que je n'avais pas écouté mon chagrin jusqu'à Glencoe, ni été clémente envers moi-même. Je crois que jamais je ne m'étais vraiment permis d'être triste en pensant à Cora. Quelle sévérité! Mais au milieu des fougères brunies, avec l'air pur et l'apaisement qu'on ressent dans les endroits sauvages et propres, je devenais plus douce et me le suis rappelé. Là-bas, je l'ai pleuré. J'ai aussi pleuré ma jument. Tout ce que j'aimais m'entourait, rivières, rochers, les bêtes, les bruits du vent, et je leur en étais reconnaissante. J'étais reconnaissante car parmi eux je pouvais guérir les blessures en moi, les pertes, le chagrin. Ce que mon âme avait de meurtri, je pouvais le soigner, le nourrir dans ma cabane ou sur les hauteurs. Et qui en fait autant? De nos jours, qui prend le temps de soigner son âme? Peu de gens à mon idée. Je vais vous dire, monsieur Leslie, je pense que peut-être avec la vie qu'on mène, à gagner son pain, se laver, se chauffer, livrer ses petites batailles quotidiennes, on oublie son âme, on ne s'en occupe pas, comme si elle avait moins d'importance que tout ça. Et elle n'en a pas moins, je crois. Enfin, le troisième passage sur l'importance des petits moments dont je vous parlais. Le printemps fut bienfaisant, monsieur Leslie. Il est bienfaisant pour toutes les âmes et pour toutes les plantes qui ont dormi durant l'hiver. Je sortais de ma cabane, respirais à fond et m'élançais vers les crêtes où la neige m'avait empêché d'aller. Je soulevais des pierres, je trouvais de la bétoine et de l'aquilée et des insectes. Et j'ai même trouvé de la tanésie. À genoux, j'ai palpé les feuilles, ça m'a fait penser à Cora. Je me suis rappelé quand j'étais une enfant et l'accompagnais. Elle disait toujours que les feuilles de tanésie étaient aussi douces qu'une fourrure de lapin, ce qui indiquait que c'était une bonne plante. Surtout pour les brûlures du soleil et les douleurs aux jointures. Ça m'a rendue triste parce qu'elle me manquait.
Mais en même temps, elle était là, à travers une senteur, à travers les plantes. Elle redevenait présente sur terre, près de moi. Je la rencontrais dans maints endroits par ce temps. Je rencontrais aussi d'autres gens et je commençais à les reconnaître. Des enfants du hameau d'Aknasson, au visage tacheté de roux, étaient suspendus la tête en bas aux branches d'un aulne au moment où j'arrivais là. Ils m'ont hélé. Comme ils balançaient les bras, j'ai demandé « Êtes-vous des chauves-souris dans cet arbre ?» Ils ne parlaient pas l'anglais, et un fou rire les a pris. Leurs cheveux ont frôlé les miens quand je suis passée au-dessous. Et un jour que je puisais de l'eau dans le seau, j'ai vu le vieil ours d'Iveringan, occupé à pêcher en compagnie de ses fils, debout dans la rivière, immobiles comme des oiseaux. Et près de la corniche église, j'ai croisé Sarah. Elle m'a saisi les poignets et demandé « Comment te portes-tu » Elle posait cette question comme si elle voulait vraiment le savoir. Je me suis assise avec elle. Elle se caressait le ventre, et quand le soleil est sorti des nuages, elle a fermé les yeux et sourit. Du soleil, elle a murmuré. Enfin. Nous avons donc baigné un moment dans ce rayon, elle et moi. Je lui ai dit, je me porte bien, très bien. Tout le monde avait l'air de bien se porter pendant ces semaines-là. Un jour de bourgeons verts et d'eau éclatante, de nouvelles vaches sont venues. Tandis que je chassais la poussière de l'hiver à coups de bâton sur ma peau de biche, j'ai entendu des sabots piétiner les rochers. Je me suis retournée. Une douzaine de vaches noires bavant de l'herbe pénétraient dans le vallon. Il y avait aussi des hommes, des McDonald's, boueux, les joues rouges. Ils soufflaient fort et tapaient sur la croupe des vaches pour les faire avancer. Et j'ai pensé, les vaches de qui ? Car c'étaient des vaches volées, amenées dans un vallon secret où ceux à qui ils les avaient prises ne pourraient pas les trouver et les reprendre. Je connaissais leurs coutumes à présent. J'ai observé ces hommes. Alasdair n'était pas avec eux. Il n'y avait là que ceux qui parlaient seulement le gaélique, ceux qui ressemblaient à des ours. Ils ne m'ont pas regardé. Ils sont passés tellement près de moi que je sentais l'air qu'ils remuaient, l'odeur de leur sueur. Mais ils n'ont pas dit un mot et ça m'a chagrinée. Pourquoi ils ne veulent pas me sourire, me saluer ? J'étais plantée là, les bras ballants. Mais tandis qu'il s'éloignait, celui à la cicatrice au travers du menton s'est retourné. C'est bien qu'il a marché à reculons un petit moment. Et il a levé la main. Il m'adressait un signe de main. Alors j'ai levé la mienne. Les petits moments, monsieur, c'est ça qui peut changer un monde.